en ce mois de décembre pour cette dernière conférence de l'année par la Fondation Evertea. On est ravis de vous recevoir et merci à la médiathèque évidemment. Alors pour finir cette année, un sujet qui va nous faire un petit bond de quelques mois dans le futur, excite la neige et les plats réconfortants à base de fromage fondu, et bonjour le soleil et la mer, puisqu'on va parler de crème solaire et des effets des crèmes solaires sur la vie marine. Donc pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir non pas une, mais deux chercheuses. Elles travaillent toutes les deux à l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, dans le laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne. Donc on a Maëva Giraudot qui est écotoxicologue aquatique et Émilie Nouel qui est ingénieure en chimie analytique. Et donc merci à toutes les deux d'être venues et c'est à vous. Eh bien, bonsoir, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir autant de monde qui sont venus nous écouter, vous parler d'un sujet qui fait parler pas mal de monde depuis un certain temps, justement. Donc, on est ravis d'être là. Donc, comme vous disait Marie-Cécile, moi, c'est Maëva et il y a ma collègue Emeline. Donc, on travaille à l'Observatoire. On dépend de Sorbonne Université et du CNRS. Et donc aujourd'hui, on va vous parler un peu de crème solaire et de la problématique de contamination de la crème solaire dans l'environnement marin et de leurs effets sur les organismes qui y vivent. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous parler un peu de ce qu'on fait au laboratoire, on voulait commencer par faire un petit état des lieux, un petit tour en fait de quelques définitions qu'il faut un peu connaître et comprendre pour bien appréhender cette problématique des crèmes solaires et de leur contamination de la vie marine. Alors, on va commencer tout simplement. Quand on parle de crème solaire, de quoi on parle ? Donc, les crèmes solaires, ce sont des produits qui vont vous aider à protéger votre peau des rayons UV du soleil. Donc, on va le voir après, elles peuvent se faire de manière de différents mécanismes, soit en absorbant, soit en réfléchissant ou en dispersant les rayons du soleil. Et donc, le but principal de la crème solaire, ça va être de prévenir les coups de soleil, le vieillissement cutané et surtout de réduire le risque de cancer de la peau. Donc, ces produits de protection solaire sont composés de divers ingrédients. Donc, on a en majeure partie de l'eau. On a également des agents hydratants, donc ça va être tout ce qui est glycérine, aloe vera, acide hyaluronique, ce genre de choses. Quelques additifs qui vont permettre notamment de conserver les crèmes ou d'ajouter des parfums. Et donc, on a une petite portion qui sont les principes actifs, donc qui vont vraiment permettre de protéger contre les rayons UV, et c'est ce qu'on appelle donc les filtres UV. Donc ces filtres UV, ce sont vraiment, eux, les ingrédients actifs qui sont utilisés dans les crèmes solaires, mais aussi, on l'oublie souvent, dans pas mal de produits cosmétiques. En fait, à la maison, vous avez souvent dans les crèmes hydratantes, dans les fonds de teint, donc tout ce genre de choses qu'on utilise au quotidien, du moment qu'il y a un SPF, ça veut dire qu'il y a un filtre UV à l'intérieur. Et donc ce sont ces filtres qui sont là pour vous protéger, pour protéger votre peau des effets des rayons ultraviolets qui sont donc nocifs, ces rayons qui nous viennent du soleil. Donc pour bien comprendre comment ils fonctionnent, il faut faire un petit rappel sur ce que sont les rayons UV qui nous viennent du soleil. Donc le soleil émet différents rayons qui sont à différentes qu'on appelle longueurs d'onde. Donc en majorité, le soleil va émettre dans l'infrarouge. Il émet également dans le rayonnement visible. Donc ça, ce sont les rayons, les couleurs qu'on voit nous à l'œil nu. Et donc il y a une catégorie de rayons qui sont les rayons UV. Donc on a 3 types de rayons UV. Les UVC, les UVB et les UVA. Donc chacun va émettre à différentes longueurs d'onde, c'est les petits chiffres qui sont en dessous. Alors pour ce qui est des UVC, on a la chance sur Terre d'avoir la couche d'ozone qui va protéger contre ces UVC puisque, quand elle est encore en bon état, mais normalement ça va à peu près maintenant, elle va complètement absorber tous les UVC. Donc les UVC, eux, ils nous atteignent pas, ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Par contre, les UVB, la couche d'ozone va faire son travail, elle va en absorber une grande partie quand même, mais il y a environ 10% qui vont quand même pénétrer à travers la couche d'ozone et arriver jusqu'à nous, et notamment notre peau. Donc il faut savoir que ces UVB vont être tout de suite arrêtés par la première couche de votre peau, par l'épiderme. Donc ils ne vont pas pénétrer plus profond que ça, mais on a quand même 10% qui vont atterrir jusqu'à notre épiderme. Pour les UVA, par contre, ils vont arriver un peu plus en profondeur, donc on a environ 40% des UVA qui passent à travers la couche d'ozone, et qui, eux, vont être capables de traverser la peau, l'épiderme, pour atterrir jusqu'au derme, donc vraiment plus en profondeur. Et ce sont quand ces deux types d'UV, les UVB et les UVA, qui traversent notre peau, que c'est à ce moment-là qu'ils vont causer des dommages cellulaires, et donc notamment l'apparition de cancer.
Donc les filtres UV, ils sont là pour nous protéger contre ces deux types de rayonnements, les rayonnements UVA et les rayonnements UVB. Alors comment ça marche ? En fait, il y a deux grands types de filtres UV. On a d'un côté les filtres qu'on dit minéraux et de l'autre côté les filtres organiques. Alors les minéraux, c'est ce qu'on appelle aussi les filtres physiques. Eux, ils vont marcher en réfléchissant les rayons UV, c'est-à-dire qu'ils vont agir un peu comme un miroir. Donc quand vous vous en étalez sur la peau, ils vont réfléchir, faire une barrière comme ça, physique, pour les rayons UV. Ces filtres-là, vous savez, quand on en a dans les crèmes, ils laissent une espèce de petit filtre blanc qu'on a du mal à étaler. Ben, c'est pour ça, c'est parce que c'est ce filtre blanc-là, cette espèce de barrière qui va permettre de réfléchir les rayons UV. Donc par exemple, dans ce type de filtres minéraux, on a notamment l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. On en reparlera un peu plus tard. Les filtres organiques, ça c'est un autre type de filtre UV. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas pouvoir réfléchir les rayonnements, ils vont les absorber à la place de la peau. Donc il y en a beaucoup plus de types de filtres organiques que de minéraux. On appelle des fois aussi ces filtres les filtres chimiques. Et alors on va en parler beaucoup aujourd'hui des filtres organiques, mais par exemple ici on voulait vous montrer deux exemples dont on va aussi parler un peu plus. L'avobenzone et l'octocrylène, pour vous montrer comment ils fonctionnent. Donc en gros ici, vous avez une courbe qui va vous représenter l'absorption de ces filtres UV en fonction de la longueur d'onde. Donc si on reprend le schéma que je vous montrais juste avant, donc sur les rayons UV qui sortent du soleil, on voit ici, donc en bleu foncé, vous avez une courbe d'absorption qui représente l'avobenzone. Donc ça, c'est un des filtres organiques que l'on retrouve souvent dans nos crèmes solaires. Et donc on voit qu'il y a un pic ici qui est plutôt dans la longueur d'onde qui correspond aux UVA. Donc ça veut dire que ce filtre UV-là, l'avobenzone, il va plutôt nous protéger contre les UVA. Si on regarde ici la courbe en rose, c'est la courbe qui correspond à l'octocrylène. Alors ça, aujourd'hui, on va beaucoup vous en parler. Et donc ce filtre UV-là, lui, on voit qu'il a plutôt un pic qui est dans l'UVB. Donc lui, il va pouvoir nous protéger contre les UVB. Et ce qui est intéressant ici, c'est si vous regardez la courbe qui est en pointillé. En fait, ça, c'est quand on mélange les deux, avobenzone et octocrylène, on voit qu'on améliore l'absorption dans la protection contre les UVB. Alors pourquoi ça c'est important ? C'est parce que en fait, dans vos crèmes solaires, vous allez la plupart du temps retrouver pas un seul filtre, mais une combinaison, un mélange de beaucoup de filtres. Parfois, c'est 6, 7, 8 molécules différentes qui vont être présentes dans ces produits-là pour vous aider à maximiser la protection contre les rayons UV. Alors, en Europe, on a, alors si je ne dis pas de bêtises, il y a 30 filtres UV qui sont autorisés à l'utilisation aujourd'hui. Je ne vous ai pas tous présentés, mais ici, vous avez une majeure partie de ceux qui sont le plus couramment utilisés dans les produits de protection solaire. Et alors, je voudrais juste attirer votre attention donc, sur les 3 qui sont en haut, qui sont en rose. C'est ce qu'on appelle, nous, les 3 O, donc l'octocrylène, l'oxybenzone et l'octinoxate. On va beaucoup en parler aujourd'hui, puisque ce sont ceux qui, en tout cas, qui posent le plus grand problème pour leur impact sur la vie aquatique. Alors, pour prendre la suite, voilà, se tartiner de crème, où est le problème ? Parce que mettre de la crème solaire, c'est quand même une nécessité en termes de santé. Ça peut être une nécessité en termes de santé, mais on va parler des alternatives également. Pour cette protection, comme elle va vous la présenter, contre les effets nocifs de ces rayons UV et notamment les cancers de la peau. Alors, il y a quand même un point que je voulais indiquer aussi, où est le problème, c'est finalement mal se tartiner de crème, ça peut aussi être un problème, parce que certaines études ont montré que finalement, parfois on se sent protégé en mettant de la crème solaire, mais on en met une fois le matin, puis après on n'en met plus de la journée, on va au soleil à midi, et en fait cette protection n'est plus valable. Donc, se tartiner de crème pour se protéger des UV, c'est une bonne chose quand le produit est bien utilisé. C'est quelque chose dont on pourra discuter par la suite également. Mais par ailleurs, effectivement, on a de plus en plus l'information à l'heure actuelle que ces produits, ce petit geste qui nous semble très anodin de mettre de la crème solaire sur la plage, il n'est pas si anodin que ça, et notamment pour l'environnement. Et donc c'est maintenant ce dont nous allons vous parler. Et en premier lieu, quelques chiffres. Encore une fois, c'est un petit geste anodin, on a son petit tube de crème, on met quelques gouttes, quelques cuillerée du produit, mais finalement, à l'échelle d'une utilisation globale, les estimations montrent que ça peut représenter 25 000 tonnes de crème solaire qui vont se déposer chaque année dans les eaux de baignade. Et donc, Maëva vous a présenté les différents ingrédients qui sont présents dans ce type de produit, et 25% des ingrédients vont se libérer dans l'eau au bout de 20 minutes. Donc, on a vraiment une contamination
du milieu aquatique par les produits qu'on a déposés sur notre peau. Et tout ça, ça représente à peu près 48 litres chaque minute à l'échelle de la planète, selon des calculs qui sont faits. Par exemple, pour les chiffres qu'on vous indique en dessous sur la plage de Marseille, c'est une enquête auprès des personnes dont on va vous présenter d'autres résultats à la fin de cet exposé. C'est une enquête auprès des personnes sur le nombre de fois où elles vont utiliser de la crème sur une journée, quelle quantité elles estiment mettre. Et donc, on fait ces calculs-là. C'est une équipe de chercheurs de Marseille qui a réalisé cette étude. Et si on compte une affluence maximale de 3000 personnes par jour en été, ça représente quand même 52 kg par jour de crème solaire, soit 16 kg par jour de filtre UV. Donc le petit geste anodin, en termes de quantité, il ne l'est déjà pas tant que ça, puisque ça représente à peu près 1 tonne par été de crème solaire utilisée sur cette plage de Marseille, avec une affluence moyenne. Et puis là, voilà, on a mis quelques extraits d'informations sur des sites d'information, des sites de fondation, des informations grand public. C'est vraiment un sujet qui commence à être de plus en plus divulgué, commenté, discuté sur cet impact justement sur les milieux aquatiques, et en particulier l'océan, bien entendu. Et donc l'idée ici, c'est de vous apporter des éléments supplémentaires et puis de pouvoir discuter de tous ces points. Donc ces filtres solaires qu'on dépose sur la peau, il n'est pas forcément évident de savoir comment ils arrivent à ce point dans l'environnement pour avoir un impact au niveau du milieu aquatique. Donc le problème, c'est que la crème solaire qu'on met sur sa peau, elle ne reste pas sur la peau, pas complètement. Et donc elle va pouvoir entrer dans le milieu marin par différentes voies. Donc une partie va être lessivée directement pendant la baignade. Vous avez en dessous une petite image de plage. Alors ça, c'est un point intéressant. Il y a eu des études menées par un chercheur à Hawaï, Craig Downs, qui a fait beaucoup évoluer les législations sur l'utilisation des filtres solaires, et Maëva vous en parlera juste après, qui a montré que les douches de plage sont une source très importante de contamination du milieu marin. Et puis en dehors de ça, il y a les produits en spray. Alors ça, c'est pareil, c'est facile d'utilisation, c'est pratique, surtout quand on a des enfants. C'est plus évident que le tube, on ne perd pas le bouchon. Enfin bon. Mais néanmoins, quand on utilise une crème solaire en spray, ça va projeter du produit solaire autour. Ça peut aller jusqu'à quelques dizaines ou centaines de mètres s'il y a du vent par ailleurs en même temps. Et finalement, on va contaminer le sable. Et lorsqu'il y aura une pluie ou des marées, ces produits solaires présents dans le sable sont entraînés dans le milieu marin. Et puis le dernier point qui est représenté, la douche, c'est aussi la douche chez soi, parce que finalement, entre les crèmes solaires et puis même chose, tous ces produits cosmétiques qui vont contenir des filtres solaires, soit pour protéger l'utilisateur, soit pour stabiliser le produit et améliorer sa durée de vie à long terme, quand on se douche chez soi, finalement, par ruissellement, ça va se retrouver dans les eaux usées, et les capacités des stations d'épuration ne sont pas forcément suffisantes pour nettoyer les eaux de tous ces produits-là qui vont finalement aller contaminer le milieu marin. Et à Banyuls, il y a une campagne au niveau des bouches d'égout avec des petits pochoirs qui indiquent la mer commence ici. Et finalement, la mer, elle commence aussi dans votre douche, finalement, par le lessivage de ce type de produit. Donc voilà un peu les différentes voies de contamination dont certaines ne sont pas si évidentes. Et une fois dans le milieu marin, ces produits vont aller impacter les organismes à différents niveaux. Donc par exemple sur ce qui est poissons, crustacés ou les oursins, donc les échinodermes, on va avoir des impacts sur les systèmes endocriniens, donc la production d'hormones, et de fait des effets sur la fertilité, sur le développement des juvéniles. Sur les algues, ça va être, donc que ce soit algues ou phytoplancton, ça va être plutôt un impact sur la capacité en termes de photosynthèse. Et puis également sur d'autres organismes comme les coraux ou les mammifères marins ou les dauphins. Parmi les dauphins, on va avoir des problèmes d'accumulation de ces produits au niveau des tissus et donc des impacts sur l'organisme, voire même des transmissions aux juvéniles. Et donc au laboratoire, ça fait à peu près 10 ans que les collègues et nous maintenant travaillons sur ce sujet avec différents organismes modèles, et notamment donc les algues, les oursins et les coraux, sur lesquels on va vous présenter aujourd'hui un certain nombre de résultats.
Alors justement, maintenant on va faire un petit peu le tour. Donc, comme vous disait Emeline, au laboratoire on travaille beaucoup sur les effets des filtres UV sur les coraux. On a la chance d'avoir des collègues en aquariologie qui nous maintiennent des pépinières de coraux tropicaux qui sont les pêchés à Tahiti. Donc on a comme ça un petit élevage, on va dire, de corail. Et donc nos collègues, ça fait presque 10 ans maintenant qu'ils travaillent sur ces filtres UV et leur impact sur les coraux. Donc on va un peu voir ça ensemble. Alors, c'est pas nous qui avons commencé tout ce travail-là sur les effets des filtres UV. Ça date. Alors, il y a deux publications, deux études principales qui ont vraiment fait grand bruit, qui ont été des gros pavés dans la mare des industries dermocosmétiques. La première, donc, c'est en 2008. Ce sont des collègues italiens qui étaient les premiers à démontrer que certains filtres UV étaient capables de causer le blanchissement du corail. Donc on va en parler un petit peu plus tard du blanchissement et qu'est-ce que c'est exactement. Mais vous pouvez le voir un peu sur la droite, donc c'est quand le corail comme ça perd sa couleur et on va voir après pourquoi c'est problématique. Donc 2008 quand même, c'était il y a un petit moment. Et il s'est passé 8 ans sans que grand-chose bouge, jusqu'en 2016, où notre collègue Craig Downs, lui, a fait une autre étude sur l'oxybenzone. Donc si vous vous rappelez au début, ça fait partie de nos fameux 3O. Et donc c'était le premier à démontrer un vrai effet au niveau biologique sur les coraux, puisque quand il exposait des larves de corail, il observait des malformations et la mort des larves. Donc inutile de vous dire que si les larves ne vont pas bien, il va y avoir un problème au niveau reproductif et au niveau de la survie de l'espèce. Donc ça a été la deuxième étude qui a vraiment fait grand bruit. Et vous allez le voir sur la fin de la présentation, c'est un peu aussi ce qui a déclenché de la législation et l'interdiction de certains filtres UV dans certains États dans le monde. Donc ça a quand même été pas anodin. Et donc suite à ça, on a, là cette fois-ci, c'est des extraits en fait de revues scientifiques. Donc là, c'est vraiment la communauté scientifique qui a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, et on commence à avoir de plus en plus d'études sur l'effet de ces filtres UV sur le corail et sur les récifs coralliens. Alors, on peut se demander, mais pourquoi les récifs coralliens ? On a vu qu'il y avait des effets sur d'autres organismes. Alors en fait, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les récifs coralliens sont des écosystèmes qui sont essentiels à la vie sur notre planète. Alors pas seulement d'un point de vue de biodiversité, mais aussi pour notre vie, pour la survie de la race humaine. Il faut savoir qu'environ 1 milliard de personnes dans le monde vivent à proximité d'un récif corallien, et que ces récifs vont permettre de rendre des services, ce qu'on appelle des services écosystémiques, à plus de 1 demi-milliard de gens. Donc on était en train de parler de l'importance des récifs coralliens pour la planète. Donc je vous disais qu'un demi-milliard de personnes bénéficient directement des services écosystémiques que rendent les récifs coralliens. Ils ont été estimés à 30 milliards de dollars par an, c'est quand même pas rien. Et là on parle surtout de protection des côtes contre l'érosion et la montée des eaux, ou encore au niveau de l'emploi, de l'alimentation, du tourisme. Donc pour les humains, c'est déjà très important. Et évidemment, les récifs coralliens ont énormément d'importance pour la biodiversité. Puisque même s'ils représentent que 0,2% de la surface des océans, c'est vraiment pas grand-chose, eh bien ces 0,2%, eux, contiennent 30% de la biodiversité marine. C'est colossal. Donc là, ça veut dire que c'est assez facile à comprendre que si les récifs coralliens disparaissent, ça va avoir un impact assez catastrophique sur la biodiversité, mais comme je viens de vous le montrer, également sur notre vie à nous. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi étudier les récifs coralliens en France ? Et on oublie souvent que la France est le 4e pays au monde en termes de surface de récifs coralliens. Donc c'est environ 5000 km de récifs mis bout à bout, qui sont principalement situés en Nouvelle-Calédonie, mais aussi en Polynésie française. Donc la plupart de ces récifs vont plutôt bien, c'est la partie, on va dire, un peu en bleu foncé. On a en Polynésie française certaines colonies de coraux qui sont un peu dans moins mauvaise santé, mais dans l'ensemble, on a quand même 5000 km de récifs dont il faut s'occuper et protéger. C'est-à-dire que nous tous, scientifiques, mais grand public, on a tous notre rôle à jouer pour conserver ces écosystèmes-là, ne serait-ce qu'en France, mais aussi au niveau mondial. Alors juste pour faire un petit aparté, pour une petite bonne nouvelle quand même, c'est que ça va quand même bien, c'est bien d'avoir des bonnes nouvelles. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'était le mois dernier. Ils ont découvert la plus grande colonie de corail qui apparemment est visible de l'espace et qui mesurerait donc 34 mètres sur 32. Donc une colonie, en fait, c'est pas un seul individu, mais c'est quand même une seule espèce. Et donc cette colonie-là, elle représente des milliards de polypes qui vivent donc en collaboration et qui communiquent entre eux. Donc ces polypes, pour mieux comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre comment fonctionne un récif corallien et qu'est-ce que c'est le corail. Parce que c'est un animal qui est assez particulier. En fait, le corail, c'est à la fois un animal, un végétal et un minéral.
Ici, vous avez représenté en fait une coupe de polypes. Donc les polypes, ce sont ces petites tentacules que vous voyez en tout petit sur des coraux, sur les gorgones, ce genre de choses. Et donc c'est eux qui vont former les récifs coralliens. Et en fait, à l'intérieur du polype, ici, vous avez une partie donc, qui est bleu foncé, c'est la partie animale. Donc ça, c'est vraiment le tissu animal avec ses petits tentacules avec lesquels il va pouvoir se nourrir en attrapant des pois. En bleu clair, vous avez en dessous le squelette de carbonate de calcium de l'animal. Donc c'est ça qui va lui permettre de construire les récifs. Et en vert ici, vous avez des petits ronds, ce sont des algues. C'est des algues qu'on appelle des zooxanthelles. En fait, le corail vit en symbiose avec une algue à l'intérieur de ses tissus. Donc ici, vous avez représenté, donc là c'est une petite bouture de corail que l'on a au laboratoire. Et pour chacun des petits polypes ici, vous avez à l'intérieur de la cellule du corail qui est ici en marron, une cellule algale, donc la cellule zooxanthelle qui vit à l'intérieur de la cellule animale. Donc en fait, cette symbiose, elle va permettre d'apporter au corail, grâce à la photosynthèse qui est faite par l'algue, jusqu'à 90% de son énergie. Donc en fait, l'algue va capter la lumière du soleil, elle va transformer ça, notamment en glucides, en lipides, en oxygène, etc. Et donc ces nutriments-là vont permettre à la cellule du corail de survivre. Et en échange, le corail, lui, va permettre de protéger la cellule algale, donc la zooxanthelle, et il va également lui donner des nutriments qui vont lui permettre de survivre également. Donc c'est vraiment une association entre les deux, une symbiose, qui va permettre aux deux de pouvoir survivre. Et donc quand on parle de blanchissement du corail, vous vous rappelez, je vous en parlais au début, donc on entend souvent parler dans les médias. Qu'est-ce que c'est le blanchissement ? Et bien en fait, c'est quand il va y avoir une perte de cette symbiose. C'est-à-dire que le corail, quand il est stressé, il va expulser son algue. Donc en fait, ces algues-là, c'est elles qui donnent la couleur au corail. Donc elles peuvent être vertes, un peu marron, ce genre de choses. Et quand l'algue est expulsée, quand il y a blanchissement, c'est comme ça qu'il se retrouve avec cette couleur vraiment typique blanche, puisqu'il n'a plus son algue symbiotique à l'intérieur. Alors, il faut savoir que le blanchissement du corail, ce n'est pas un phénomène qui est forcément irréversible. Ça ne veut pas dire que le corail est mort. Il survit plus difficilement parce qu'il n'a pas son algue, mais il est encore possible de récupérer son algue et de continuer à survivre si les conditions s'y prêtent. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer, là sur la gauche, vous avez un récif corallien qui est en très bonne santé, avec, lorsqu'il y a certains stress environnementaux qui peuvent être une augmentation de la température ou encore des stress chimiques, donc nous, dans notre cas, c'est ce qu'on regarde, le stress filtre solaire, on peut avoir donc un blanchissement du récif, c'est-à-dire donc l'expulsion, la perte de son algue. Si jamais les facteurs redeviennent plus faibles et que les conditions environnementales sont meilleures, il est tout à fait possible de réintégrer son algue et de repartir sur un récif en bonne santé comme on est à gauche. Malheureusement, la plupart du temps, ces facteurs-là, ces stress-là continuent dans le temps. Et au bout d'un moment, ça peut amener à la mort du corail qui n'est pas capable de survivre sans son algue. C'est ce qu'on a à droite sur les récifs de droite. Donc pour étudier en fait, la réponse des coraux aux stress environnementaux, que ce soit la température ou les filtres UV, étudier le blanchissement comme réponse est très important, mais pas que. Et on va vous expliquer pourquoi il y a d'autres choses qu'il faut regarder pour bien comprendre comment les coraux réagissent au stress des filtres UV. Donc, Maëva vous a présenté le corail avec l'hôte animal et sa zooxanthelle. Alors, on peut même aller un petit peu plus loin que ça. Le corail, c'est ce qu'on appelle un holobionte. Et donc, j'ai affiché un peu vite ici, mais donc il y a le corail, les zooxanthelles, donc ces microalgues symbiotiques qui vivent à l'intérieur des tissus de l'hôte animal, et puis également tout un microbiome qui est associé également à cet ensemble corail-zooxanthelle. Alors nous, dans la présentation suivante, on ne va pas s'intéresser au microbiome. Son rôle est important, mais on va très peu en parler aujourd'hui. Et donc, comme vous le disiez Maëva, l'étude d'une seule réponse telle que le blanchissement, de fait, c'est une approche réductrice, puisque on va simplement étudier ce phénomène d'expulsion de la zooxanthelle, mais qu'on n'aura pas d'autres informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hôte animal en termes de métabolisme, qu'est-ce qui se passe au niveau du métabolisme de la microalgue quand elle est encore présente chez l'hôte corail, et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du microbiote. C'est un peu comme le microbiote intestinal dont on nous parle beaucoup, notre deuxième cerveau. Sans ce microbiote, on fonctionne beaucoup moins bien. Le corail, c'est la même chose. Et donc finalement, si on regarde le blanchissement, on n'a qu'une petite ouverture sur les phénomènes possibles.
Et donc l'idéal, c'est d'étudier l'entité symbiotique dans son ensemble, mais là, c'est pas évident parce qu'on fait intervenir différents partenaires. Et donc la question, c'est de savoir par quelle méthodologie on va pouvoir faire ça et caractériser cette réponse globale de l'holobionte au filtre UV. Oui, non, c'est pas grave. Et donc là intervient notamment, pas que, mais c'est un outil intéressant, un outil chimique qui s'appelle la métabolomique. Alors la métabolomique, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique analytique chimique qui fait partie de cette grande famille des omiques dont vous avez aussi sans doute beaucoup entendu parler, donc, et qui intervient à différents niveaux d'organisation du vivant et des molécules, avec la génomique, la transcriptomique, la protéomique et donc la métabolomique qui s'intéresse aux métabolites, c'est-à-dire des petites molécules, des molécules de petits poids moléculaires qui sont présentes dans un organisme, un tissu, ou de façon générale un échantillon biologique à un moment donné. Donc elles vont vraiment donner une image de ce qui se passe à un temps T, justement dans toutes ces chaînes de processus de transformation, de réaction de l'organisme. Parce que ces métabolites, ils proviennent de tous les processus biochimiques et physiologiques antérieurs, et donc ça nous donne un peu cette signature en fait de tout ce qui s'est passé et de l'effet sur notre organisme modèle. Et donc en analysant ces composés, on va pouvoir, c'est comme déchiffrer les lettres d'un alphabet, et puis on va pouvoir raconter l'histoire et comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau du fonctionnement de l'organisme et qu'est-ce qu'on lit comme impact, notamment dans le cas des polluants, et donc ici des filtres solaires. Donc, pour étudier les effets des filtres UV sur le corail au laboratoire, on va exposer ces coraux à des filtres UV. Donc, comme Eva vous l'a dit, on a des pépinières de coraux au laboratoire. Donc, c'est de grands aquariums dans lesquels les colonies sont installées et maintenues grâce à toute l'équipe d'aquariologie. Et donc, des boutures sont prélevées. C'est assez amusant, on fait des boutures d'animal, mais ça marche. Des boutures sont prélevées et puis laissées à cicatriser. Là, donc, vous en voyez au bout d'un fil dans le récipient ici, donc, qui s'appelle un bécher. Et ces boutures vont être placées dans une eau de mer artificielle qui a été contaminée au filtre solaire. Donc elles sont exposées pendant 7 jours. Et ensuite, on mesure le résultat de cette exposition. Donc pour ça, on récupère la bouture, on l'extrait dans du solvant. Donc on va récupérer tous les tissus du corail et les zooxanthelles associées. On ne laisse de côté que le squelette minéral. Et ensuite, on analyse l'extrait qu'on a obtenu avec un équipement qui s'appelle une chromatographie liquide couplée à de la spectrométrie de masse à haute résolution. Et c'est ça qui va permettre de faire de la métabolomique, et je vous l'explique tout de suite. Donc, ce qu'on va obtenir avec la partie chromatographie liquide, ce sont des profils de ce type-là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les experts. Ils ont des trucs vraiment très, très performants. Ça marche beaucoup mieux que les nôtres. Enfin, on aurait moins de travail si on avait les mêmes. Mais vous avez ici, c'est comme une signature chimique en fait d'un extrait. Si je simplifie, en gros, chaque pic va correspondre à une molécule, à un métabolite. C'est un peu plus complexe que ça, mais globalement, c'est l'idée. Donc vous avez ici comme l'empreinte digitale de l'extrait, son profil chimique. Et pour avoir des informations sur les composés, on va regarder chacun des pics et obtenir, grâce à la spectrométrie de masse, des informations spectrales sur la structure des composés, des informations structurales qui vont permettre ce qu'on appelle d'annoter les métabolites. En fait, chacun des pics que vous voyez dans le deuxième graphique, celui du bas, c'est comme une pièce d'un puzzle. Et quand on arrive à les remettre tout ensemble, ce qui demande un certain travail, on obtient une image complète et dans notre cas, une proposition d'identification de la molécule en question. Et une fois qu'on a un nom possible ou une classe chimique, on peut discuter sur d'où elle vient et qu'est-ce qu'elle provoque. Et donc, en l'occurrence, là, on va vous présenter principalement les résultats d'une étude qui a été publiée en 2019 sur l'effet de ce fameux octocrylène, dont on va vous parler, reparler et reparler au cours de cette présentation, sur ce corail tropical, Poecilopora d'Amicornis, donc qui a été exposé pendant 7 jours dans le dispositif que vous avez vu juste avant, à des doses croissantes qui vont de 5 à 1000 microgrammes par litre. Donc c'est quand même pas très élevé, mais ça correspond à des concentrations qu'on peut retrouver dans l'environnement. Il y a beaucoup d'études sur ces concentrations environnementales. Les doses relevées sont très variables parce que les techniques sont différentes. Ça dépend de si on se place à côté du baigneur ou plus loin. Enfin,
Mais globalement, cette gamme-là correspond à ce qu'on peut trouver dans l'environnement. Alors, la première observation, c'est visuellement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez ici à gauche une bouture de Pocillopora sans octocrylène. On voit les polypes qui sont ouverts, le corail est bien détendu tranquillement dans son eau de mer. Et à droite, un corail avec octocrylène. Et là, on voit que tous les polypes sont refermés, ce qui est vraiment un marqueur de stress de l'animal. Et donc déjà, à l'œil nu, on voit un premier effet du filtre qu'on ne constate pas systématiquement sur tous les filtres. C'est vraiment un marqueur d'effet dans le cas de l'octocrylène. Et donc là, alors, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider à travers le résultat. Et là, c'est le résultat de l'analyse métabolomique en fonction des différentes doses testées. Donc ce schéma-là, ça s'appelle un volcanoplot, parce que ça fait un peu comme un volcan qui exploserait depuis le centre du graphique sur les côtés. Alors là, c'est juste sur un côté. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'on a chaque point correspond à un métabolite, une molécule, et on voit deux groupes, un bleu et un vert. Le groupe de molécules dans le rond vert est présent dès la plus petite dose testée, des 5 microgrammes par millilitre, et globalement ne varie pas au cours de l'exposition. Le groupe bleu, lui, il est quasiment absent au départ, il y a juste un seul point, un seul métabolite, et plus les concentrations testées augmentent, plus le nombre de métabolites présents dans ce groupe augmente. Donc la question, c'est bien joli de l'observer. Enfin, déjà, on observe qu'on a un effet. Que le fait de mettre le corail en contact avec de l'octocrylène n'est pas anodin, il se passe quelque chose au niveau de la réponse de l'organisme. Mais en plus, après, c'est bien de savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, si on regarde un petit peu plus près ce groupe 1, alors vous avez ici la liste de ce qu'on appelle les annotations, c'est-à-dire les propositions d'identité de chacune des molécules, de chacun des métabolites, avec leurs caractéristiques. Et donc, on voit que les 18 composés qui sont encadrés ici, en fait, c'est la molécule octocrylène à laquelle s'est accroché un acide gras. Alors, les acides gras, vous les connaissez, les oméga 3, les oméga 6 dans l'alimentation. Là, ce n'est pas exactement les mêmes, mais globalement, c'est la même famille de molécules, pour faire simple. Et donc, cette molécule d'octocrylène à laquelle est associé un acide gras, elle est plus ce qu'on appelle lipophile, c'est-à-dire qu'elle a plus d'affinité pour le gras. Et donc, elle va par exemple pouvoir aller très bien se stocker dans les tissus. Donc là, on a déjà une piste de qu'est-ce qui se passe quand on met l'octocrylène en contact avec le corail par la structure de ces composés du premier groupe. Dans le premier groupe, il y en a un qui n'était pas encadré là. Et si on le regarde un petit peu plus près, celui-là, il était déjà connu, il était déjà décrit dans la littérature scientifique. Et en fait, il avait été décrit dans des échantillons d'urine humaine chez des personnes qui avaient utilisé de l'octocrylène, en fait. Et ce qui montre que ce composé qui avait été déposé sur la peau pour le test, finalement avait passé la barrière de la peau, s'était retrouvé dans la circulation sanguine, était allé jusqu'au rein et a été excrété ensuite. Et cette association-là, l'octocrylène et puis ce groupement OH là, qui est accroché, ça, c'est un mécanisme de détoxification, c'est-à-dire que l'organisme a transformé l'octocrylène pour pouvoir l'éliminer. Mais finalement, il se retrouve aussi chez le corail. Donc on a d'un côté ce composé qui, dans le cas de l'homme, est lié à un mécanisme de détoxification, et ces composés associés aux acides gras qui, eux, sont plutôt destinés à du stockage dans les tissus. Donc on voit ici que l'octocrylène, il n'est pas resté à la surface du corail, il a pénétré dans l'organisme, et il a été transformé par l'organisme exposé. Ce qui ne veut pas dire que ça a forcément un impact sur cet organisme, mais en tout cas, on le retrouve à l'intérieur. Et si on regarde le groupe 2, là, ça va nous indiquer un petit peu plus de choses sur l'impact sur l'organisme. Toutes ces molécules-là, elles font partie de la famille des acylcarnitines. Et en fait, elles sont le signe d'un dysfonctionnement de la mitochondrie. Alors, je ne sais plus si on la voit après. Oui, on la voit. Je ne veux plus revenir. Si. La mitochondrie, c'est un des petits organites qui est présent dans la cellule de l'hôte animal. Et elle est responsable de la respiration cellulaire et elle est liée à la production d'énergie. Donc vous imaginez bien que si ce type de composante de la cellule est atteint, on a un fonctionnement cellulaire qui est quand même fortement impacté. Et donc, les expositions sont menées seulement sur 7 jours. Donc on n'a pas forcément de mort du corail à la fin, mais ça serait intéressant de voir sur un temps plus long
que cause au niveau de l'organisme ce dysfonctionnement de la mitochondrie et donc de la cellule de l'animal. Donc pour résumer, justement, voilà, ce schéma de la mitochondrie qui est lié à la production d'énergie dans la cellule. Ça, c'était pour l'étude sur l'octocrylène, mais d'autres filtres ont également été étudiés au laboratoire. Donc par exemple, un filtre qui s'appelle l'éthylhexylsalicylate. Et là, les molécules qui ont été détectées par le même type d'analyse étaient dans ce cas-là des marqueurs d'un stress inflammatoire. Donc en dehors de la transformation du filtre dans l'organisme, en dehors de l'impact sur la mitochondrie, on a d'autres types d'effets. Et ici, c'est vraiment l'inflammation. Et puis si on parle de l'avobenzone, dont Maëva vous a parlé au départ, ce filtre qui est très actif pour la protection vis-à-vis des UVA et qui est vraiment le filtre le plus utilisé à l'heure actuelle pour cette protection contre les UVA, lui ne va pas agir sur la cellule de l'hôte animal, mais il va agir sur la zoosantelle symbiotique, en altérant les membranes des thylakoïdes, c'est les petits organites dans le chloroplaste qui permettent la réalisation de la photosynthèse. Donc l'avobenzone, quand le corail est mis en contact avec ce produit, lui va avoir un effet sur la capacité photosynthétique de l'holobionte. Donc finalement, ça peut être comme du blanchissement, on perd cette capacité à produire de l'oxygène pour l'hôte animal. Et puis également les filtres minéraux. Alors, ces filtres, ils sont souvent considérés comme beaucoup plus sûrs. Il y a une communication très très forte à ce sujet sur le fait que ces filtres, comme ils sont minéraux qui restent à la surface, qui a un effet barrière, ils sont inoffensifs. Mais finalement, pas forcément tant que ça. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails ici, parce que l'étude est en cours de finalisation. Mais malheureusement, pour le cas de l'oxyde de zinc, on a remarqué un effet, alors c'est moins fort que pour l'avobenzone, mais ça n'est pas complètement anodin non plus. Et le point sur lequel je souhaiterais vraiment attirer votre attention, concernant cet effet des filtres UV minéraux sur le corail, c'est la question des nanoparticules. Parce que ces filtres minéraux sont les seuls qui ont le droit d'avoir le label bio. Tous les filtres organiques, donc ces filtres chimiques, ne peuvent pas constituer des crèmes qui prétendent au label cosmétique bio, mais les filtres minéraux, si. Parce qu'en effet, comme ils ne pénètrent pas, on est dans des mécanismes qui sont différents. Néanmoins, ils sont souvent formulés à base de nanoparticules. Et en fait, le problème vient de là. C'est que suivant la taille des nanoparticules et suivant la façon dont ces nanoparticules sont elles-mêmes formulées, elles peuvent être recouvertes de certaines substances pour améliorer les propriétés de dispersion, de formulation, l'effet de ces produits sur des organismes va être modifié. Et donc en gros, si on avait un conseil sur les filtres minéraux, c'est éviter ceux avec la mention nano. Ces nanoparticules vont vraiment avoir beaucoup plus de chances de provoquer des effets sur des cibles que les filtres organiques, que les filtres minéraux sans nanoparticules. Et ça, c'est écrit sur l'étiquette de façon très claire, donc c'est facile à repérer, pour en revenir à nos étiquettes. Donc en conclusion de cette partie, au vu de ces résultats, on se rend compte que les filtres solaires passent la barrière des membranes, aussi bien chez le corail que chez l'homme finalement. Alors ce serait intéressant d'aller regarder le gras humain pour voir ce qu'on stocke. Ces filtres sont transformés par les organismes, ils vont s'accumuler ainsi que leurs dérivés, et au niveau du corail, ils vont affecter les différentes composantes de l'holobionte. Et donc finalement, si on étudie que la toxicité de l'octocrylène, mais qu'on n'est pas conscient du fait qu'il y a de l'octocrylène avec des acides gras et qu'on ne connaît pas la toxicité de ces produits-là, on sous-estime l'exposition des organismes et l'accumulation des produits. Et donc c'est important de prendre en compte ces produits de transformation quand on veut vraiment mesurer l'impact de la crème solaire, des filtres solaires sur les organismes. Je te laisse. Alors maintenant, on va faire un petit aparté santé humaine. Ça, en général, ça intéresse un peu plus les gens. Donc là, on va vous parler d'une étude qui, moi, m'a personnellement un peu effrayée quand j'ai vu les résultats. Donc nos collègues du laboratoire et Craig Downs, qui travaillent à Hawaï, se sont rendus compte que quand il y a de l'octocrylène dans une crème solaire, il y a aussi une contamination par une molécule qui s'appelle la benzophénone. Alors là, on ne parle pas de la benzophénone 3, donc ce filtre UV qui est aussi utilisé. Non, on parle d'un composé qui s'appelle la benzophénone et donc qu'on trouve dans les crèmes solaires qui contiennent de l'octocrylène. Et en fait, l'industrie cosmétique est tout à fait consciente de cette contamination puisqu'elle dit texto que la benzophénone ne peut pas être retirée en totalité quand on fabrique de l'octocrylène.
Alors on peut se demander, ok, mais c'est quoi le problème avec la benzophénone? Pourquoi on en parle? Eh bien en fait, la benzophénone, c'est un produit mutagène et extrêmement cancérigène qui a été interdit et banni pas mal partout dans le monde. Donc, en fait, vous pouvez vous poser la question de quel est le non-sens de vous utiliser de la crème solaire pour vous protéger contre l'apparition de cancer cutané quand vous savez que vous allez vous tartiner avec un produit qui est potentiellement lui-même cancérigène. Donc, effectivement, ça posait un problème. Donc, nos collègues, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été acheter toute une série de crèmes solaires qui sont disponibles ici en France, et à droite, c'est les marques que l'on peut trouver aux États-Unis. Et ils ont été mesurés directement dans le tube, dans le pot. Est-ce qu'on trouve cette benzophénone et à quel niveau? Et donc ça, ce sont les résultats qu'ils ont obtenus. Donc en gros, c'est toutes les crèmes solaires qui ont été mesurées pendant 6 semaines, donc du jour J où ils l'ont acheté. Ensuite, ils ont laissé les tubes et les pots sur l'étagère au laboratoire. Et 6 semaines plus tard, ils ont été mesurés donc, la quantité de ce composé cancérigène. Et là, ici, donc, vous avez à droite les courbes qui représentent cette quantité de benzophénone. Et ce qui fait un peu peur, c'est-à-dire qu'on a en gros une apparition, une transformation de l'octocrylène en cette substance, parfois le double, juste en 6 semaines. Donc, c'est-à-dire que quand vous achetez de la crème qui contient de l'octocrylène, il y a de grandes chances que votre tube contienne cette fameuse substance qui est cancérigène. Donc si on n'est pas là aujourd'hui pour vous dire de ne pas utiliser de crème solaire, mais en tout cas, si on a un conseil à vous donner, c'est quand vous allez rentrer à la maison, allez vérifier derrière vos pots de crème solaire, vos produits de soins personnels. Si vous voyez cette mention octocrylène, vous allez voir avec les étiquettes, on a de la chance, c'est le seul filtre UV qui est un des seuls qui est écrit tel quel. Surtout si ça fait longtemps que vous avez le tube, parce qu'on sait qu'on fait tout ça, hein, on garde nos crèmes solaires d'une année à l'autre, jetez-les en fait. C'est le conseil que je pourrais vous donner pour éviter de, on va dire, multiplier les chances d'avoir un cancer de la peau en vous tartinant d'une substance qui n'est pas anodine. Donc cette étude évidemment a fait beaucoup de bruit dans les médias généralistes, puisqu'en général ça intéresse plus les gens quand on parle de santé humaine que de mort des coraux. Et donc, ça a fait un peu bouger les choses. Ici, vous avez en bas un article dans Le Monde qui est paru où l'ANSES, suite à ces études-là, est en train de plaider auprès du gouvernement pour faire interdire cette substance-là dans les crèmes solaires. Donc, c'est en train de bouger un petit peu, c'est le début, mais il y a quelque chose qui se passe. Alors justement, maintenant, on va faire un petit tour un peu de ces réglementations, de ces étiquettes, pour essayer de vous aider, vous, à y voir un peu mieux, et puis de vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est en termes d'interdiction, de législation, de limitation de ces filtres UV. On vient de passer une demi-heure à vous montrer à quel point ils pouvaient être toxiques, donc autant qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Alors aujourd'hui, dans le monde, il y a 7 États et régions qui ont complètement interdit l'utilisation, la production, la consommation de certains filtres UV. Donc je ne me rappelle plus lesquels ont été en premier, mais ça a commencé dans les années 2019. C'était qui? Ah oui, c'était les îles de Palaos et Hawaï, donc notamment grâce aux travaux de notre collègue Craig Downs. Et donc, tous ces États ont interdit certains filtres, et donc là, vous allez retrouver notre trio gagnant, donc les fameux octocrylène, octinoxate et oxybenzone, qui ont été interdits notamment à Hawaï, en Thaïlande, au Vietnam, dans les îles Vierges, dans une réserve au Mexique également. Et certains autres filtres comme l'avobenzone, l'homosalate ou le 4-MBC ont également été interdits dans certaines de ces régions. Donc ça veut dire que si vous allez en vacances à Hawaï, vous ne pourrez pas amener avec vous une crème solaire qui contient certains de ces filtres-là. Alors ça, c'est au niveau mondial. En Europe, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Donc je vous disais au début qu'on a une trentaine de filtres qui sont utilisés, en tout cas qui sont autorisés à l'utilisation. Et en tout cas, au jour d'aujourd'hui, il n'y a encore une fois aucune restriction ou interdiction totale de l'utilisation de ces filtres UV. Donc je viens de vous montrer que l'ANSES fait un peu avancer les choses pour l'octocrylène, mais pour l'instant, il n'y a aucune interdiction. Donc en Europe aujourd'hui, on a une trentaine de filtres UV qui sont autorisés. Si vous voulez suivre, la liste est toujours mise à jour régulièrement sur le site de la Commission européenne, donc sur un inventaire qui s'appelle le COSING, et qui garde donc une mise à jour actuelle de toutes ces substances qui sont autorisées. Alors la seule chose qui a commencé à bouger, c'est l'année dernière. Donc l'ANSES qui a fait un rapport d'expertise collective, c'est-à-dire qu'ils ont été réviser et lire toute la littérature scientifique, tout ce qui a été fait sur les risques de substances chimiques pour les récifs coralliens. Donc là, on parle des filtres UV, mais aussi de tout un tas de substances chimiques. Et ce rapport qui est sorti en 2023, dans les conclusions, on peut lire que pour la famille des filtres UV,
l'expertise a identifié 3 substances comme toxiques pour les coraux. Et là, surprise, surprise, on revient à nos fameux 3 O, donc l'oxybenzone, l'octinoxate et l'octocrylène. Donc là, vraiment, ça a été écrit noir sur blanc. C'est une finalité de toutes les études scientifiques qui ont été faites. Et donc l'ANSES, dans la foulée, a transmis au gouvernement français une demande d'interdiction de l'octocrylène dans les crèmes solaires. Alors aujourd'hui, pour l'instant, on en est toujours là. En tout cas, c'est dans les bacs du gouvernement. Rien n'a encore bougé. Vous imaginez bien que le lobby de l'industrie dermocosmétique derrière ne va pas faciliter la tâche. En tout cas, moi, d'un point de vue personnel, maintenant, quand je vais en pharmacie et dans les supermarchés, j'ai remarqué que l'octocrylène, on commence à en trouver un peu moins dans les crèmes. Donc les fabricants eux-mêmes savent que ça va venir. Donc je pense qu'ils commencent à bouger un peu dans ce sens-là. Alors pour en venir aux étiquettes, parce que maintenant, c'est ça qui va vous intéresser, c'est que vous, en tant que consommateur averti, maintenant qu'on a passé notre temps à vous dire à quel point ces molécules étaient nocives pour l'environnement, encore une fois, on n'est pas là pour vous dire de ne pas utiliser de crème solaire. Donc ce qu'on veut vous aider à faire, c'est de faire le meilleur choix possible pour utiliser une crème qui va être le moins toxique pour vous et pour l'environnement. Alors malheureusement, si vous vous intéressez aux étiquettes, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est ça que vous allez voir. Donc ça présente 2 problèmes. Le premier, c'est que c'est écrit très petit. Donc là, on a fait des agrandissements, mais je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, avec l'âge qui avance, j'ai de plus en plus de mal à lire ça. Je suis obligée de prendre des photos avec mon téléphone, d'agrandir, etc. Donc je pense que les fabricants font exprès pour qu'on ne puisse pas aller lire ce qui a marqué derrière. Mais donc, imaginons qu'on fait comme là et on va agrandir l'étiquette. Vous vous dites, bon, ben c'est bon, maintenant je connais tout sur les filtres UV, je vais aller chercher l'avobenzone. Alors l'avobenzone, elle est où? Eh bien, vous ne la trouvez pas, parce que l'avobenzone, en fait, elle s'appelle butylméthoxybenzoylméthane. Donc même nous qui sommes chimistes et biologistes, on va avoir du mal à repérer les 30 filtres UV, leur appellation, qui ne sont pas utilisés sur le nom vernaculaire. Donc il y a quelques filtres UV comme l'homosalate ou l'octocrylène qui vont être écrits tels quels, mais pour le reste, c'est beaucoup plus compliqué à vérifier. Donc là, on a un vrai problème de communication et au point de vue sociétal, c'est-à-dire que vous, en tant que consommateur, si vous voulez faire un effort pour pouvoir faire des meilleurs choix avisés, on va dire que l'industrie ne vous facilite pas la tâche. Et donc, pour venir sur ce problème sociétal, je vais laisser la place à Emeline qui va vous présenter des résultats des études de nos collègues de Marseille qui sont assez intéressants. Donc, on revient sur cette étude des collègues qui ont travaillé effectivement sur de la détection, du dosage, etc., des filtres UV dans les eaux de baignade, mais qui se sont aussi intéressés aux perceptions, aux avis, aux connaissances des usagers, donc les personnes sur la plage, vacanciers ou autres. Et donc, ils ont réalisé cette enquête sur 3 plages de Marseille. Ça représente 471 personnes qui ont été interrogées. Et les questions qui étaient posées, c'était en gros, quels sont vos usages des crèmes solaires, quelles sont les crèmes que vous utilisez et pourquoi, et puis l'opinion également des personnes sur les effets possibles sur l'environnement. Donc ça peut peut-être vous intéresser aussi, parce que finalement, vous allez aussi vous poser ces questions-là, et puis ça fera peut-être encore un petit peu plus bouger les choses. Donc ici, c'est par exemple un premier résultat qui est assez intéressant. Ils sont intéressés à la fréquentation, donc sur la plage du Prophète, ici, en fonction des heures de la journée. Alors sachant que, donc, comme c'était au début, le maximum de fréquentation observée, c'était 3000 personnes sur une journée. Là, on est quasiment à 2000 déjà, donc ça fait quand même un certain nombre d'usagers. Et ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que la fréquentation, elle augmente à partir de midi, et le pic, il se situe à 16 heures. Donc finalement, là où on a quasiment le plus de monde sur la plage, c'est entre midi et 16 heures, c'est-à-dire aux heures les plus chaudes, avec les rayonnements UV les plus importants. Et à la fin, l'idée ici, c'est pas de vous désespérer, c'est de vous donner aussi des moyens d'agir si vous le souhaitez. Et donc, on va reparler des petits conseils de bon sens. Le premier conseil de bon sens, ça serait peut-être de s'interroger sur ce pic de fréquentation entre 14 et 16 heures. Donc, sur cette même plage du Prophète, sur les personnes sondées, les personnes interrogées se baignent en très grande majorité et utilisent de la crème solaire en très grande majorité. Si on revient à ce que je vous ai présenté au début sur les moyens de contamination de l'environnement marin, vous en déduisez qu'on retrouve de fait une certaine quantité de crème solaire dans les eaux de baignade devant cette plage du Prophète, puisque les gens y vont après avoir mis de la crème. Et donc là, alors un peu moins sympathique comme graphique, mais on va y aller tranquillement. L'équipe de recherche a interrogé les personnes en disant qu'est-ce que vous utilisez comme crème. Ils ont donné les marques. Et ensuite, ils sont allés rechercher quel filtre était présent en prenant le temps, avec une loupe, de détecter tout ce qui était écrit sur les étiquettes des tubes en question.
pour recenser l'ensemble des filtres utilisés dans les produits qui étaient cités. Et donc dans 78% des produits, on retrouve de l'avobenzone, dont on vous a déjà largement parlé. Donc pour rappel, c'est ce filtre anti-UVA qui va lui impacter la zooxanthelle du corail, donc l'algue symbiotique. Dans 75% des produits, on va retrouver, alors ça fait plus de 100% parce qu'on peut avoir des mélanges de filtres, encore une fois. Dans 75% des produits, on va retrouver encore ces fameux 3O, l'oxybenzone, l'octinoxate et surtout l'octocrylène, qui est quand même un filtre anti-UVB assez star pour l'instant, même si effectivement il a tendance à être de moins en moins utilisé parce que les fabricants de crème solaire sont sensibles aux études scientifiques, disons, ou à la pression des consommateurs. Et donc vous avez ici également les filtres minéraux, donc l'oxyde de zinc, l'oxyde de titane, dioxyde de titane. Ça ne représente pas une énorme proportion des produits, mais par contre, parmi ces produits à base de filtres minéraux, la majeure partie contient des nanoparticules. Donc, encore une fois, en dehors de la mention octocrylène à laquelle vous pouvez être vigilant, il y a la mention nano qui serait vraiment à éviter autant que possible. Et si on interroge les usagers sur le lien entre crème solaire et impact environnemental, ou plus largement qualité des eaux de baignade, parce qu'ils ont été volontairement un peu flous sur cette question, ce qui est intéressant, c'est que les personnes interrogées répondent « oui, les crèmes solaires peuvent altérer la qualité des eaux de baignade à 66%. » Donc là, vous pourriez me dire « oui, mais altérer les eaux de baignade, ça ne veut pas forcément dire polluer l'eau de baignade, ça peut juste vouloir dire que on va avoir ce joli effet iridescent autour des baigneurs qui agrémente le paysage. » Alors oui, effectivement, il y a un tiers des personnes interrogées qui vont répondre que oui, les eaux de baignade sont impactées parce que les crèmes solaires se retrouvent dans l'eau de baignade. Mais il y en a quand même 2 tiers qui vont aller dire, parmi ces 66%, qui vont citer comme facteur d'altération la pollution, l'impact sur la faune et la flore, le problème de composition des crèmes. Donc les gens, visiblement, sont quand même bien conscients du fait que ces produits-là ne sont pas si anodins en termes d'effet sur la vie marine. Mais si ensuite on demande aux gens comment choisissez-vous votre crème solaire, vous posez la question également. La plupart des gens vont répondre le SPF, donc l'indice de protection, ce qui est quand même pas un mauvais choix en termes de santé publique non plus. Mais finalement, il y a seulement 12% des personnes interrogées qui vont choisir le produit en fonction de sa composition. Alors, on est d'accord, vu effectivement encore une fois les formats des étiquettes, ça se comprend. Et parmi ces 12% qui choisissent le produit en fonction de la composition, 3% seulement citent l'impact environnemental. Donc au final, on a 66% des personnes interrogées qui disent oui, les crèmes solaires impactent les eaux de baignade, mais 3% qui vont dire je vais choisir ma crème en fonction de son impact environnemental. Encore une fois, ce n'est pas une accusation du tout, c'est vraiment compliqué, les étiquettes ne sont pas claires, et on va vous parler juste après des labels qui sont vraiment pas clairs non plus. Donc effectivement, c'est compliqué et ça ressort vraiment bien de cette enquête, donc on a trouvé intéressante de vous présenter pour qu'on ait tous cette petite interrogation sur nos pratiques. Et puis, histoire de finir sur une note positive et constructive, je vous parlerai du rapport de l'IPBES dans les questions. Voilà, comment peut-on agir à notre niveau d'utilisateur et de consommateur ? Nous, on va continuer à agir en travaillant au labo. Donc on va finir là-dessus. Donc comment vous pouvez faire à votre niveau pour essayer de faire votre part pour maintenir la santé de l'environnement et la vôtre ? Alors déjà, c'est bien de se poser la question quelle crème solaire ne va pas nuire à l'océan ? Malheureusement, alors ça c'est une belle illustration ont fait nos collègues de la Surfrider Foundation qui ont travaillé avec les gens de Marseille. Et donc la réponse qu'ils apportent, elle est très importante, on va voir pourquoi, c'est qu'ils disent qu'il y a un label ou pas sur la crème solaire. Elles ont toutes un impact sur l'océan et, très important, aucune ne le protège. Pourquoi c'est important ? C'est parce que si vous allez acheter une crème solaire, je ne sais pas si vous y êtes allé récemment, mais sur certaines, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, vous pouviez voir certaines petites allégations. Alors par contre, ce qui peut vous aider, et ça c'est un beau travail que nos collègues de l'Office français pour la biodiversité et du Parc national marin du Golfe du Lion ont fait avec une stagiaire en Master 2, c'est qu'ils ont fait une petite brochure, j'en ai amené une vingtaine d'exemplaires que je pourrais vous donner en version papier, et après, sur la diapositive d'après, il y aura un petit QR code si vous voulez le récupérer sur Internet.
Donc ils ont fait une petite brochure qui rassemble un peu toutes les informations qu'on vous a données aujourd'hui, notamment sur la toxicité de ces filtres UV, qu'est-ce qu'ils sont, à quoi ils servent, de quoi ils sont composés, etc. Et il y a surtout à la fin de cette brochure donc un petit rappel, un petit mémo, un petit pense-bête que vous pourrez prendre avec vous la prochaine fois que vous irez en pharmacie pour choisir votre crème solaire, avec les principaux filtres UV chimiques à éviter. Donc là, on retrouve notre octocrylène, mais également l'oxybenzone, l'avobenzone et d'autres filtres qui sont également toxiques. Alors évidemment, ils ne sont pas tous, comme on l'a vu, écrits sous cette forme-là. Donc l'octocrylène, ça va être à peu près le seul avec l'homocélate et l'oxybenzone que vous allez pouvoir revoir sur ces formes-là des fois. L'oxybenzone, c'est principalement la benzophénone 3 qui sera marquée. Mais en tout cas, si vous prenez ces noms-là en note et que vous cherchez sur Internet, vous pourrez retrouver l'écriture, on va dire, plus chimique et pouvoir aller vérifier comme ça avec ce petit mémo quand vous achetez les crèmes solaires pour essayer au plus possible d'en prendre qui ne les contiennent pas. Après, je suis complètement consciente que c'est compliqué. Surtout que je vous disais au début qu'en général, dans les crèmes solaires, on va trouver des mélanges. Donc des fois, vous allez dire « Ah, chouette, il n'y a pas l'octocrylène. Ah oui, mais il y a l'avobenzone dedans. » Donc après, il faut faire un petit peu une balance entre risque et bénéfice. Il ne faut pas arrêter de vous protéger, mais encore une fois, essayer de choisir les crèmes les plus sécuritaires pour votre santé et celle de l'environnement. Donc cette brochure-là, comme je vous disais, il y a un QR code ici. Vous pourrez aller le récupérer sur Internet. Mais si vous cherchez Parc marin, Golfe d'Union, Office français, la biodiversité, filtre UV, vous retrouverez cette brochure-là. Et ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait un beau travail, Emeline vous en parlait au départ, pour rappeler un peu ce qu'ils appellent les éco-gestes. Alors ça peut sembler des choses très basiques, mais qu'il est bon de rappeler. Donc déjà, comme vous le disiez, c'est éviter les produits solaires en spray. C'est vraiment une catastrophe au niveau dispersion des filtres UV dans l'environnement. Donc je sais que c'est moins pratique de s'appliquer de la crème, mais honnêtement, si vous pouvez éviter les sprays, vous ferez déjà un grand pas pour l'environnement. Le temps d'absorption de la crème, ça c'est important, on y pense peu souvent, mais si vous n'avez pas appliqué votre crème 30 minutes avant de vous exposer, elle ne va pas servir à grand chose et en plus elle va plus facilement se désorber de votre peau et atterrir dans l'eau. Donc essayez de penser à mettre de la crème 30 minutes avant de vous exposer. Et après, on va revenir à des gestes simples mais que les gens ont tendance à oublier. Porter un chapeau, des lunettes de soleil, des vêtements anti-UV, se mettre à l'ombre, éviter de vous exposer encore une fois entre 12 et 16 heures, ça semble tellement simple et pourtant nous à Bagnous on voit tous les jours des familles qui arrivent à midi avec les enfants pas protégés, faire le pique-nique sur la plage, c'est des choses qu'on ne devrait plus voir en 2024 mais malheureusement qui arrivent encore. Et donc choisir des crèmes solaires parce qu'encore une fois on n'est pas là pour vous dire de ne pas en utiliser, mais de choisir des crèmes solaires avec des filtres UV à l'intérieur qui sont le moins nocifs. Et donc de préférence sans ingrédients nano ou microplastiques. Donc on voulait juste finir sur le travail de nos collègues à l'OFB et au Parc marin. Grâce à cette brochure, ils ont fait beaucoup de travail de communication sur les plages de la Côte-Vermeille. Ils ont notamment fait une formation de pas mal de guides, de moniteurs pour essayer de faire comme ça de la communication auprès des baigneurs sur la plage. Ils ont prêté des t-shirts anti-UV pour montrer à quel point ça pouvait être très efficace et beaucoup d'affichage et communication. Et là encore, c'est vraiment le but ici, c'est d'essayer vraiment de vous amener à faire des choix les plus avisés parce que ce qu'on espère au final, c'est que vous pouvez vous protéger votre santé à vous. On ne veut pas que vous attrapiez des coups de soleil, mais qu'on puisse aussi protéger la santé de notre environnement. Donc on voulait finir en remerciant tous nos collègues du laboratoire qui travaillent depuis près de 10 ans maintenant sur cette problématique-là, et notre collègue Craig Downs à Hawaï. Et donc évidemment, on est là pour répondre à vos questions en espérant que vous en ayez. Merci beaucoup de votre attention. Donc si vous avez des questions, je peux passer le micro. Oui, bonsoir et merci. J'utilise de moins en moins de crème maintenant, effectivement des vêtements anti-UV. Mais j'ai toujours pris des crèmes avec indice de protection élevé. Et donc j'imagine que c'est les plus concentrés, ou je ne sais pas comment cet indice fonctionne sur le plan chimique. Bon, on ne sait ni l'une ni l'autre. Si effectivement c'est plus concentré ou pas, en tout cas des études qu'on a lues, qu'on a vues, etc., c'est vraiment les problèmes sont vraiment liés à la nature du filtre et puis à la quantité qui va être dispersée ensuite dans l'eau et mise en contact avec les organismes marins. Et donc finalement, si on prend un indice élevé
mais qu'on l'utilise bien et qu'on en met peu, ça n'aura pas forcément plus d'impact qu'un indice faible, mais qui sera utilisé en grande quantité. Donc c'est plutôt la nature et puis ce qu'on va vraiment retrouver dans l'eau. Et par contre, en termes de bonnes pratiques, je vais juste rappeler une chose aussi, il s'appelle l'abus de crème solaire. C'est qu'en fait, on croit qu'on est protégé parce qu'on met un indice très élevé, et donc du coup, on s'expose encore plus au soleil. C'est pas forcément votre cas, mais effectivement, ce phénomène est décrit aussi. Et donc finalement, ça peut être aussi contre-productif en termes de santé publique. Mais en tout cas, en termes d'impact, finalement, en suivant ces bonnes pratiques qui ont été décrites là, on peut tout à fait utiliser son indice 50 et sans pour autant être plus nocif pour l'environnement, disons. Bonsoir et merci. Tout à l'heure, vous avez dit que beaucoup de gens gardaient les crèmes solaires d'une année sur l'autre et qu'au bout de 6 semaines, il fallait vraiment s'en débarrasser. Par contre, quels sont les conseils? Où faut-il se débarrasser des tubes de crème solaire? Parce que si on les met dans nos poubelles, le problème ne sera pas résolu. En fait, j'ai aucune solution à vous apporter. C'est-à-dire qu'on est conscient du problème. Si vous amenez ça à la déchetterie, ils vont dire qui vous est qu'on en fasse. C'est pas quelque chose qui est estampillé comme toxique. Donc malheureusement, vous n'avez pas de solution. Quand je vous dis de la jeter, alors encore une fois, c'est que celles qui contiennent le lactocrylane. Pour les autres, on n'a pas testé, mais que celles-là. Mais malheureusement, j'ai pas de solution à vous apporter, puisqu'effectivement, ça va atterrir dans l'enfouissement. Mais de toute façon, que vous la mettiez sur la peau, qu'elle atterrisse dans l'environnement ou que vous la jetiez à la poubelle, j'ai envie de dire, le problème, il restera pareil. Là, c'est vraiment pour vous protéger, pour ne pas avoir un produit qui va contenir une substance cancérigène. Mais en effet, j'ai pas de solution à vous proposer pour les éliminer de manière sécuritaire. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, moi, pour le coup, je travaille pour Cosme Bio. Donc, je voulais juste, avant de poser ma question, faire une petite clarification sur les nanos. Toutes les crèmes solaires bio ne contiennent pas forcément du TiO2 ou du ZNO au grade nano. Donc, faites bien attention simplement à ce que la mention n'apparaisse pas. Mais si elle n'apparaît pas, c'est qu'a priori, vous êtes sur des filtres minéraux qui ne sont pas nano et du coup la problématique n'est plus la même. Ma question, elle est plutôt sur, effectivement, on le voit, vous l'avez dit, et nous aussi on l'a remarqué au niveau de Cosme Bio, l'octocrylène est en train de disparaître des compositions des crèmes solaires. Par contre, on a toute cette famille de ce qu'on appelle les filtres nouvelle génération qui apparaît, donc je pense au DHHB, à l'EMBT, à l'EHT pardon, et le BEMT. Ouais. Est-ce que vous travaillez sur ces filtres-là? Est-ce que vous observez aussi des problématiques au niveau environnemental? Et j'en profite pour poser une deuxième question. Moi, je remarque souvent dans ma veille biblio que ces filtres sont souvent testés seuls. C'est rarement les formules des crèmes solaires dans leur globalité qui sont testées. Or, de notre point de vue, il peut y avoir des effets synergiques entre ingrédients. Donc voilà, qu'en est-il et est-ce qu'il existe aujourd'hui des protocoles homogénéisés ou des protocoles en tout cas très largement utilisés par les producteurs de crèmes solaires pour justement tester cette écotoxicité de leur formule. Voilà. Désolée, c'était un peu long. Alors, il y a pas mal de questions dans votre question, donc on va revenir sur le dernier point. Au niveau des protocoles, alors pour les protocoles de test, vous devez savoir qu'en fait, il n'y a aucune obligation en termes d'écotoxicité de faire des tests. C'est complètement sur une base volontaire. Donc les entreprises qui décident de faire leurs tests, elles vont faire les tests qu'elles ont envie de faire et comment elles ont envie de le faire. Il n'y a pas de protocole normalisé. Alors je suis complètement d'accord sur le fait que les filtres ne sont pas présents seuls. Après, il faut bien commencer quelque part. Donc c'est bien de commencer par voir s'il y a une toxicité du composé seul et après de voir quand il est en contact avec d'autres ingrédients. Nous, notamment, je sais qu'au laboratoire,
temps, on a vu des cas de plus ou moins de toxicité avec les émulsifiants, les émollients qu'ils mettent dedans pour favoriser la pénétration. Donc là, justement, on a un projet qui va normalement démarrer sur ces formulations-là en entier pour voir si on voit une différence, peut-être moins de toxicité ou peut-être une synergie, on va voir. Mais pour l'instant, disons qu'on a commencé sur les filtres seuls. Les molécules dont vous parlez, DHHB, BEMT, etc., on est en train de les étudier, donc je n'ai pas encore de résultats à vous présenter, mais ça fait partie des tests qu'on commence à faire. Alors sur les coraux, on ne les a pas encore, nous on est pas mal sur les algues avec ces tests-là. De prime abord, ce qu'on a pu voir, c'est que les molécules les plus grosses, comme tinosorbe M, tinosorbe S, ce genre de molécules, avaient l'air un peu moins toxiques pour les algues, en tout cas. Alors, est-ce que c'est une histoire de poids moléculaire, qu'elles pénètrent moins? On ne sait pas encore, je n'irai pas m'avancer jusque-là. Mais en tout cas, oui, ces fameux filtres nouvelle génération, c'est quelque chose sur laquelle on est, puisque ce sont ceux-là que les fabricants amènent pour remplacer l'octocrylène et ces choses-là. Donc, on essaye de raccrocher les wagons et d'aller derrière l'entreprise. Mais voilà, ça, on vous en dira un peu plus tard, si on a plus des résultats là-dessus. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose par rapport à... Merci pour la clarification et désolée si effectivement mon propos n'a pas été complètement clair parce que c'était complètement l'idée effectivement de dire que ces filtres minéraux existent sous les deux formes et que c'est bien cette mention nano qu'il faut traquer et pas la mention filtres minéraux. On est bien d'accord. On a encore le temps pour des questions. 2 ou 3 si vous voulez. Moi, j'ai une question du coup. Même si c'est mieux de traiter le problème à la source, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de diminuer la pollution, par exemple pour tout ce qui va être lessivage dû aux douches, etc., en sortie, en station d'épuration ou autres qui peuvent permettre de... Ou est-ce que ça passe complètement à travers... De ce que j'ai lu, pour l'instant, même les traitements tertiaires et au-delà ne sont pas encore capables d'éliminer la plus grande partie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'équipes, par contre, qui travaillent sur la biodégradation. Donc moi, je ne suis pas du tout dans le domaine, mais on a des collègues au laboratoire qui travaillent là-dessus. Donc c'est là-dessus, je pense que ça va se jouer, sur trouver des souches bactériennes, ce genre de choses qui vont permettre de dégrader en station, parce que pour l'instant, les traitements qui sont en place, malheureusement, ne sont pas assez efficaces pour pouvoir éliminer ces substances-là, donc elles se retrouvent dans l'environnement. Mais je pense qu'il y a un gros espoir à faire sur la biodégradation. Merci. Profitez-en, elles viennent de Banyuls, c'est exprès pour vous. Donc, Bon, bah, s'il n'y a plus de questions... Ah, encore une question. Vous avez évoqué la température en tant que stress. Est-ce que du coup, il y a eu une étude ou une évaluation qui a été faite entre la température par rapport aux filtres UV, comme c'est sur les dernières années? Elle arrive. Elle est en cours de mise en place au laboratoire. Effectivement, oui, c'est un... je vais parler du rapport de l'IPBES maintenant. Non, effectivement, c'est un paramètre qui est vraiment important à prendre en compte parce que c'est vraiment quelque chose de crucial. Et il y a un jour ou deux, le rapport, donc l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, l'IPBES, qui est sorti et qui a mis en avant la situation critique des récifs coralliens. Alors, on a essayé de vous donner plein de bonnes nouvelles sur les nouveaux coraux qui ont été découverts, les colonies qui n'étaient pas en si mauvais état. Mais ce qui a été signalé là, c'est qu'avec une augmentation de 1,5 degré, la surface des coraux va se réduire dans les quelques dizaines d'années à venir jusqu'à 10 ou 30% maxi de leur surface actuelle. Et si on passe à 2 degrés, ça va être une réduction de quasiment 100%. Donc la situation est vraiment dramatique. Si jamais on nous demande aussi beaucoup, mais finalement, est-ce que les crèmes solaires sont tant responsables que ça de l'impact sur les coraux ? Et dans ce cas-là, la réponse qu'on peut faire, c'est comme nous, quand on est un peu fatigué, on attrape plus facilement les virus. Si un arbre subit des sécheresses répétées, il va plus facilement être attaqué par les ravageurs. Et si un corail est déjà fortement impacté par la fragmentation des habitats, l'augmentation de la température, l'acidification des océans, et qu'on rajoute les filtres solaires, là, effectivement, on a de plus en plus de difficultés à ce que l'organisme se remette des différents stress. Et donc, oui, là, la prochaine partie de l'étude consiste à tester une augmentation de température en synergie avec des expositions au filtre pour voir ce que ça donne et en savoir un peu plus. Alors là, bonne question. Oui.
C'est surtout, ça y est, je me rappelle, c'est ce qui s'appelle le stress oxydant. C'est ce qui cause chez nous, par exemple, les rides et le vieillissement cutané. C'est-à-dire que on appelle ça des radicaux libres qui se forment à l'intérieur du corail. Donc normalement, nous, en être humain, n'importe quel organisme vivant est capable de se battre contre ces radicaux libres avec des défenses antioxydantes. Mais malheureusement, la température va créer trop de radicaux libres et les défenses sont saturées. Et donc c'est ces radicaux libres en général qui vont créer le premier effet de blanchissement, qui vont expulser l'algue. Donc c'est un des effets. Il y a beaucoup de phénomènes physiologiques, mais je sais que la température agit surtout sur ce stress oxydant et les radicaux libres. Juste par rapport aux coraux, est-ce qu'on a essayé de cultiver des coraux qui pourraient vivre dans des eaux moins chaudes que ceux qui vivent actuellement dans les zones tropicales? C'est-à-dire pour quel but? C'est-à-dire ramener... Puisque les coraux, les quantités de récifs coralliens diminuent, est-ce qu'on n'a pas envisagé de cultiver des coraux qui seraient adaptés au réchauffement climatique? Alors dans ce sens-là, je ne sais pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour essayer de réintroduire des coraux, mais dans leur habitat d'origine. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de collègues qui travaillent sur des récifs artificiels, etc., mais qui vont utiliser des espèces endémiques de l'endroit. Ramener des coraux, à les adapter aux températures plus froides, je ne pense pas que le but est là, puisqu'encore une fois, on essaye de conserver les espèces de là où elles viennent. Par contre, de conserver, parce que même en Méditerranée, on a des coraux d'eau froide, on a des coraux profonds, donc faire des efforts sur ces coraux-là, oui. Faire des efforts pour conserver les coraux tropicaux à l'endroit d'où ils viennent aussi. Transplanter dans les deux sens, je ne pense pas que ça soit quelque chose qui soit dans un but de conservation, parce que je ne suis même pas sûre que ça pourrait marcher. Et non, ça serait mieux de conserver les espèces de l'endroit où elles viennent. Sinon, là, on se retrouve avec des espèces qui pourraient peut-être devenir invasives ou qui ne marcheraient pas du tout. Mais non, de ce côté-là, je ne pense pas que ça a été fait, ça. Pas mieux, effectivement, il y a beaucoup de travaux qui sont menés sur des mécanismes de restauration, mais plutôt là, on va travailler aussi sur comment les larves de corail s'installent à un endroit pour voir justement est-ce qu'on peut jouer sur certains facteurs pour favoriser l'installation des larves. Mais c'est plutôt des mécanismes de restauration qui sont effectivement à des échelles données. Et après, vu la complexité aussi de l'écosystème d'un récif corallien, on dit que c'est souvent l'équivalent d'une forêt tropicale humide, mais en version marine. Et c'est pas juste le récif, en fait, c'est aussi toutes les espèces de poissons qui vont vivre, les espèces d'algues qui vont y être associées. Et donc finalement, on parlait de l'holobionte au niveau de l'organisme corail, mais au niveau du récif, on est aussi sur une organisation extrêmement complexe et donc des interactions très subtiles entre les différents partenaires et les différents intervenants qui, pour le coup, je pense ne peut pas être reproduite. Enfin, c'est extrêmement complexe. Ouais. Donc il faut essayer de préserver en l'état au maximum. Ouais. Est-ce qu'ils ont une adaptation de mutation? C'est-à-dire que est-ce que vous en voyez qui meurent? Est-ce que vous en voyez qui s'adaptent? Alors, qui vivent différemment en produisant autre chose? Parce que s'il y a une mutation, c'est encore une vie. Premier élément de réponse, je ne sais pas si tu voudras compléter. Effectivement, il y a des capacités d'adaptation. Là, on a travaillé avec des collègues sur une même espèce de corail qu'on trouve en Méditerranée et en Atlantique, donc dans des eaux plus chaudes côté Méditerranée et des eaux plus froides côté Atlantique, mais c'est la même espèce. Et on voit en aquarium, quand on augmente la température, que celle présente en Méditerranée s'adapte beaucoup mieux à l'augmentation de température que celle présente dans l'Atlantique. Donc effectivement, peut-être que là, on pourrait envisager de transférer, d'intégrer des coraux génétiques de Méditerranée. Je ne sais pas si ça serait possible ou pas, mais ça pourrait être une piste. Le problème de l'adaptation, je ne connais pas les chiffres sur les coraux, peut-être tu sauras, mais je les connais sur les arbres. En termes par exemple, une population d'arbres qui se déplacerait du sud vers le nord pour justement s'éloigner d'un réchauffement de température, par dispersion de graines, c'est 4 mètres par an. Avec le réchauffement actuel, il faudrait qu'ils se déplacent de 400 mètres par an. Donc l'adaptation, elle est possible, mais là, la question, c'est la rapidité de l'adaptation. Et c'est ça qui pose énormément de problèmes aux espèces à l'heure actuelle. La question n'est pas tellement l'augmentation de température, mais la vitesse à laquelle elle se produit.
Juste pour compléter ça, on a quand même des coraux qui sont plus résistants que d'autres. C'est-à-dire, par exemple, ceux sur lesquels on travaille, ils viennent du sultanat d'Oman, et eux sont particulièrement résistants à la température, et c'est notamment dû aux sortes de zooxanthelles qu'ils hébergent. En fait, on a vu une vraie différence en fonction du clade, ça s'appelle, donc c'est comme une espèce. Il y a certains coraux qui vont avoir un clade de zooxanthelles qui est beaucoup moins thermorésistant que d'autres. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que les expériences qu'on fait maintenant, on a été les faire sur des coraux, donc la même espèce, mais de Tahiti, qui apparemment est moins résistante au changement à la température, pour nous permettre de voir les vrais effets de ce changement de température. Mais déjà, oui, in situ, on a des grosses différences avec des coraux qui vont être capables de survivre à des conditions que d'autres ne pourraient pas du tout supporter. Donc ça, on le voit déjà au niveau naturel. Mais vous, à votre laboratoire, par exemple, par rapport aux crèmes solaires, est-ce que vous faites est-ce que vous pouvez, au bout d'un moment, voir si... Pas à notre échelle, non. Pas à notre échelle, parce que il faudrait, je pense, des dizaines. Ouais, non, ça se prend beaucoup plus de temps pour une adaptation, clairement. Par contre, là, une des raisons pour lesquelles on a été rechercher des coraux dans le sauvage, on va dire, c'est parce que justement, les colonies qu'on a, ça fait environ 8 ans, et on trouve qu'elles se sont un peu trop bien acclimatées à nos conditions de laboratoire, donc elles étaient plus trop représentatives de ce qui se passe dans l'environnement. Donc on a décidé de renouveler un peu. Voilà. Donc sur ça, on l'a vu un peu, mais c'était vraiment pour se représenter le mieux ce qui se passe dans l'environnement. Néanmoins, juste pour compléter, sur l'octocrylène, que ce soit la vieille colonie, la nouvelle colonie de Tahiti ou une autre espèce qui a été testée, on a les mêmes réponses là par contre. Donc il y a certains cas où là, on peut changer les paramètres, on a des réponses stables. De temps en temps, on va avoir des modifications. Et on peut prendre une dernière question avec micro, si jamais c'est encore une question. Avec micro, Thierry. Si vous voulez. 1, 2, 1, 2. Vous parliez des flaques qu'on voit de crème solaire qui sont au niveau de la mer. Là, vous parliez de l'absorption, mais qu'en est-il de l'effet? Est-ce qu'il y a un effet opacifiant ou miroir qui est étudié par rapport aux algues qui auraient besoin de la lumière parce que le but d'une crème solaire, c'est de bloquer les UVA, mais peut-être d'autres fils. Je ne sais pas si c'est clair. Non, honnêtement, non. Cette barrière-là, il faudrait... Parce que là, il faut quand même se rappeler qu'on est dans l'océan, donc même si nous, on le voit à l'œil nu, mais ça va se diluer très rapidement. Donc avant que ça puisse faire une barrière pour ne pas faire passer les UV au niveau des algues, on ne va pas en être là. Par contre, quand les algues ou les coraux vont absorber ces filtres UV, oui, c'est sûr que ça va rentrer en conflit, entre guillemets, parce que les filtres sont faits... La définition même, c'est d'absorber les rayons UV. Donc l'algue, elle est là aussi pour absorber les rayons UV et faire la photosynthèse. Donc là, oui, c'est pour ça qu'en général, ces filtres-là, les effets qu'on trouve sur la photosynthèse, ils viennent de ce conflit-là. C'est-à-dire que l'algue qui va normalement utiliser les rayons du soleil pour créer des sucres, là, elle va prendre les rayons UV, les filtres UV qui vont protéger des rayons du soleil. Et donc l'énergie qui normalement serait partie dans la production de sucre, etc., va être retransmise plutôt sous forme de chaleur. C'est ce qu'on a pu voir. Donc il va y avoir comme ça un conflit. Alors c'est pas un effet barrière au niveau physique, mais c'est vraiment à l'intérieur où peut y avoir comme ça un effet sur la photosynthèse des algues, oui, complètement. Merci Maëva, merci Eunine. Je pense que vous pouvez encore les applaudir. Et je crois que vous avez des brochures à distribuer. Ah oui. Merci d'être venus. Merci à tous. Merci aux chercheuses. Le mois prochain, donc au mois de janvier, on a une conférence le 22 janvier avec le monsieur Jean-Baptiste Fini qui nous parlera de l'impact des perturbateurs endocriniens et des plastiques sur la santé et l'environnement. Et juste avant la conférence, on vous invitera à venir partager la galette avec l'équipe de la Fondation. Voilà, donc on espère vous voir nombreux et on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et voilà. Bonne soirée. Au revoir.